Salutations spéciales à chacun de vous qui êtes dans la salle. À vous aussi, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Bienvenue encore une fois à cette édition de Café Philo dans le cadre de ce partenariat entre l'association Café Philo Haïti et la RTVC. Je passe donc la parole à Ralph Jean-Baptiste, le modérateur. Bonsoir. Bonsoir et merci Jacques Adler. Bonsoir à vous tous et toutes, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Aujourd'hui, nous sommes ici à Ambiance Resto Club pour une nouvelle édition de Café Philo qui se tient dans cet espace tous les mardis soirs. Comme le disait Emily Prophète, tous les mardis soirs, c'est Café Philo. Et en cette occasion, j'ai donc l'honneur, dans le souci de respecter le format habituel de Café Philo, de vous inviter à vous mettre debout pour entonner avec nous l'hymne national d'Haïti, la Dessalinienne. Le pays pour les ancêtres, marchons unis, dans nos rangs pleins de lettres, du sol soyons seuls maîtres, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, pour le drapeau, pour la patrie. Mourir est beau, notre passé nous crie, ayez la main guérie. Mourir est beau, pour le drapeau, pour la patrie. Mourir est beau, pour le drapeau, pour la patrie. Merci et mettez-vous, mesdames et messieurs. Maintenant, nous allons écouter ensemble encore une fois la chanson fétiche de Café Philo, Hasta siempre el comandante Che Guevara. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Merci à nos amis de la technique dans la réalisation de ce café philo, comme c'est le cas pour tous les autres, qui consiste donc à vous inviter à visionner 2 courts documentaires ou à la limite 2 vidéos si l'on préfère, qui essaient autant que faire se peut de nous faire avoir en image une certaine idée de ce dont il va être question, du sujet donc qui va être débattu tout à l'heure avec notre invité. Il s'agit d'une vidéo sur le cumul des mandats, quel impact sur le travail parlementaire. Cette vidéo dure 4 minutes 38 secondes et la seconde porte sur le sénateur Andris Richer, sur une position qu'il a prise au moment où il est sénateur et président, si l'on peut dire, du Sénat. Je vous invite à visionner ces 2 vidéos. La deuxième, donc, dure 4 minutes 56 secondes. Et nous vous revenons pour la suite. Oui, le cumul des mandats influe beaucoup sur la qualité du travail parlementaire. Alors les députés ont toujours tendance à souligner ce qu'il y a de positif à cumuler des mandats et vont aller utiliser toute une gamme de justifications qu'on entend beaucoup en ce moment, étant donné qu'ils se sentent un peu en danger dans leur pratique du cumul. Alors il est vrai qu'il y a une proximité avec le terrain qui est liée à ce cumul. On peut imaginer qu'un certain nombre de députés, s'ils ne cumulaient pas, auraient tendance à rester beaucoup à Paris et à perdre un peu le contact avec la réalité du terrain. Un autre avantage qu'on peut y voir, c'est peut-être que ce contact privilégié avec le terrain et aussi avec les électeurs tend à affaiblir les partis politiques et l'emprise des partis politiques sur les élus. Alors après, on peut avoir différentes conceptions du fonctionnement parlementaire, considérer que c'est un bien ou que c'est un mal, mais on peut estimer que le fait que le député soit un personnage important dans sa circonscription et des liens directs avec ses électeurs, avec des opérateurs économiques, avec des élus locaux, est une bonne chose et que ça ne soit pas simplement le pion d'un parti politique ou d'un groupe politique à l'Assemblée nationale. Maintenant, il y a un certain nombre de défauts aussi qui sont liés à cette pratique extensive du cumul tel qu'on l'a en France.
Le premier problème, c'est un problème de temps, tout simplement. Lorsque les députés cumulent avec un poste de conseiller municipal ou de simple conseiller général, ça va encore, mais lorsqu'ils sont présidents d'une grande structure, d'un conseil régional, d'un conseil général, d'une intercommunalité, d'une grande ville, il est évident qu'ils ont des problèmes d'agenda qui sont tout à fait ingérables et qu'on se retrouve avec des élus qui sont très peu investis dans le travail parlementaire à proprement parler, qui ne seront pas capables de se charger réellement d'un rapport législatif ou d'avoir un travail de réflexion au sein de l'Assemblée. Et malheureusement, on a beaucoup de députés qui aujourd'hui sont dans cette situation-là. Un deuxième problème, c'est le fait que beaucoup de députés viennent un petit peu à Paris chercher des ressources pour leur circonscription. Alors ce n'est pas illégitime en soi, mais quand ça devient une véritable obsession, on s'aperçoit que les parlementaires consacrent toute leur énergie à l'obtention de subventions pour leur circonscription, à la recherche de la réserve parlementaire. Et les députés peuvent aussi devenir les otages de leurs électeurs, c'est-à-dire ne s'intéresser, ne se focaliser que sur les thématiques qui mobilisent leurs électeurs, à savoir que le député breton va consacrer toute son énergie à la question de la pêche, alors qu'a priori, le député est aussi censé s'intéresser à tous les problèmes qui concernent la nation. Je crois que l'interdiction du cumul des mandats dont on débat beaucoup ces temps-ci est une première étape indispensable. Ça ne réglera pas tous les problèmes, il ne faut pas se leurrer sur l'impact de la mesure, mais je pense qu'elle est indispensable pour permettre aux députés d'être mieux investis dans le travail parlementaire, pour aussi opérer une sorte de renouvellement un peu de la classe politique. Si le cumul est interdit, on va avoir un appel d'air, beaucoup de nouveaux entrants dans le monde politique, ça ne peut que bénéficier à la vie parlementaire. Je pense qu'on peut aussi inventer des mécanismes de sanction de l'absentéisme ou d'encouragement à la présence, on peut tourner les choses comme on veut, de manière à ce que les députés s'investissent davantage dans le travail parlementaire, comme c'est le cas dans d'autres assemblées, que ce soit en Allemagne ou au Parlement européen par exemple, les absentéistes sont sanctionnés d'une certaine manière. Enfin, je crois qu'on peut aussi jouer sur les moyens dont dispose le Parlement aujourd'hui. L'Assemblée elle-même, l'Assemblée est très dépourvue en termes d'administrateurs, en termes d'expertise. Il n'y a pas assez de moyens pour mener des études d'impact, pour mener des recherches sur des dossiers précis. Et là, il faudrait doter davantage le Parlement d'une réelle capacité, d'une certaine manière, à contrôler l'exécutif et aussi à ne pas dépendre de l'expertise qui vient des ministères et du gouvernement. On peut aussi doter davantage les députés eux-mêmes. Alors, il y a un discours anti-parlementaire très démagogique qui actuellement tente à dire que les députés gagnent trop d'argent, ont trop de moyens. Je crois que c'est faux. On peut peut-être trouver une solution, à savoir mieux doter les élus en termes peut-être d'indemnités, d'enveloppes pour embaucher du personnel, d'enveloppes aussi pour exercer leur mandat, en échange d'un contrôle accru sur ces moyens. On sait qu'actuellement, il y a un certain nombre de zones de flou, notamment sur l'utilisation de l'indemnité pour les frais de représentation, aussi dans le recrutement des assistants parlementaires. Je crois que la France a tout à gagner à s'inspirer des mécanismes qui existent à l'étranger, davantage de normes, davantage de contrôle, mais aussi davantage de moyens pour que les députés aient réellement la capacité de s'entourer de gens compétents et tous les moyens d'exercer leur mandat dans un certain confort. Vice-président Sénat et puis représentant au PL, Andrés Richer, déclaré qu'il n'est pas d'accord avec prolongation mandat parlementaire, même si c'est pas là qui t'a fait proposition ça en premier. Mais il expliquait si il y a une volonté politique, tout point qui n'a accord 29 décembre qu'a voté avant 12 janvier. Andrés Richer voulait jeter toute déclaration sénateur Pierre-Franck Exius fait contre président Grand Koa qui a accepté signer accord ensemble avec maître Anel Alexis Joseph. Parlementaire au PL l'a rappelé dans ce sens ça, dans retraite Sénat qui organisé mois passé et lui a signé une résolution pour demander Simon Dieusel Dera à négocier avec chef l'État sous avenir Parlement. Li ajouté, li pa wè pour qui ça gen parole en pile cap fait contre président CSPJA qui signait accord alors que li gen pour démissionner je rapport commission présidentielle là exiger ça. Sénateur Andrés Richer. Janvier 2015, et dit nous rapport qui est signé et réaction par rapport avec mon tel accord. Bon, d'abord, il faut que moi dise, nous avant de parler de l'accord là, que j'apprécie hautement la nomination d'Evans Paul. Evans Paul, nous déjà connaissons que son qui a toute pratique politique dans le pays, donc m'apprécier nomination monsieur. Maintenant, le nouvel arrivé, je dis à parler de accord politique. Le Sénat, presque dans sa grande majorité, était réuni dans Indigo et puis il était surtout une proposition accompagnée d'une lettre que était envoyée par M. Matéli, côté que était demandé M. Matéli pour qu'il y ait un dialogue institutionnel entre les trois pouvoirs.
de mon côté, j'ai fait des démarches au niveau du Palais national, de la primature, pour que je te rapatrie les recommandations de la commission, et toi pouvoir pour te prendre une décision finale. J'étais témoin quand certains sénateurs ont parachevé un bagay là, ils parafont bagay, ils baillent Dera, ils disent Dera, si toutefois vous allez, le président Dera, si vous allez au Palais national, mais ce qui ça pour vous discuter. Alors, c'est à mon grand étonnement que m'a regardé que j'entends des gens qui disent que Dera n'a pas été mandaté, Dera, ça que tu dis, c'est pas ça que dit. Mais enfin, la question que m'a posée telle, au nom de Dieu, mais ils veulent quoi exactement? Nous vivons dans le pays, monsieur, pour moi-même, moi penser, même quand la population est dans la misère, il n'y a pas de cas pour le rester, mais elle mérite un minimum de respect. Vous n'êtes pas capable constamment, moi je l'ai dit, c'est 30 ans que je suis là. Depuis que chaque fois qu'on a besoin de changer des hommes, eh bien, il y aurait les peuples là, ils descendent dans la rue, et puis le peuple, il reste toujours avec les mains vides. Sans aucune, il n'y a pas jamais occupé. Moi, je veux dire, aujourd'hui, ce que nous avons besoin dans ce pays, c'est la mise en place d'un système de gouvernement qui est capable de permettre de nous arriver une certaine alternance. De temps en temps, un groupe monter, l'autre la venir, les monter encore. C'est dans ce sens-là qu'on allait, mais non pas capable constamment qu'on nous dit. Parce que, imaginez-vous, Duvalier est parti, il était un voleur, il pillait pays. Nanfivini, encore un voleur, il a pillé. Et Tavini, encore l'autre volé, il pillé. Et Gros Petit Lavini, et Lavalas Vini, il dit le volé, il pillé. L'autre là, et la Tortue Vini, il dit le pillé. Et Préval passé le pillé. Mais Maté Libre, il dit c'est pillé à la net. Donc ça veut dire, pays à son là, mais volé le gain. Pas de monde de bien là-dedans. Parce que quel que soit côté où viré, tout le monde s'est volé. Alors maintenant, ce qui est bon aujourd'hui, ce n'est pas de proposer que ces messieurs soient remplacés par d'autres messieurs. C'est de proposer une autre méthode. C'est-à-dire comment arriver à mettre une structure politique qui est capable de permettre que nous passions à la production et en même temps mettre des balises pour empêcher que nous nous volions. Alors dans ce sens-là, si par exemple les hommes d'hier, je dis à lever contre les hommes d'aujourd'hui, et un véritable éternel montée-descente, sans que normalement, par un projet de société derrière qui pourrait montrer nous que nous n'avons pas avancé vers quelque chose de plus sérieux, alors à ce moment-là, ça devient encombrant et ça devient aussi intolérable. Le café philo de ce soir s'articulera, comme vous devez le savoir, autour du thème suivant: mandat parlementaire et partis politiques en Haïti. Avant d'en dire quoi que ce soit, j'aimerais profiter de l'occasion pour remercier IDEA International qui nous a envoyé des livres à l'association culturelle Café Philo Haïti, je veux dire. J'espère qu'un de ses représentants est là et qu'on pourra envoyer nos remerciements pour ce geste de IDEA International. En plus, ce bouquin que IDEA International vient de nous faire parvenir concerne strictement le sujet qui va être discuté ce soir. C'est un livre qui s'appelle « Relations entre partis politiques et parlementaires en Haïti ». Pour présenter maintenant l'intervenant de ce soir, on ne peut mieux faire que se référer aux propos d'un article publié en décembre 2012 dans les colonnes du journal Le Matin par Jackson Joseph. Dans cet article qui a pour titre « Fritz d'Orvilliers, un modèle à suivre », il est dit ceci: à un moment où les valeurs se perdent dans ce pays, où la dénégation du savoir s'impose, où l'on s'enfonce dans les ténèbres de l'ignorance et où les recherches scientifiques sont quasi inexistantes, un jeune intellectuel se distingue parmi d'autres. Fin de citation. Pour présenter Fritz d'Orvilliers, on dira que Fritz d'Orvilliers a donc fait des études de droit et de sociologie à l'Université d'État d'Haïti. Il est également détenteur d'un DEA et d'un doctorat en études du développement de l'Université catholique de Louvain. Il enseigne à la faculté des sciences humaines de l'UEH,
où il dispense des cours de sociologie contemporaine et du développement. Il vient de terminer un post-doc en philosophie du droit, plus précisément sur la problématique de la gouvernance globale et des politiques de développement en Haïti. Fritz Dorvilliers a déjà plusieurs livres à son actif. Apprentissage organisationnel et dynamique de développement local en Haïti, paru en 2007. Gouvernance associative et développement local en Haïti, 2011. La crise haïtienne du développement, 2012. La crise de l'université haïtienne, une réflexivité estudiantine, un ouvrage paru sous sa direction en 2013. Je pense que le sujet de ce soir est d'actualité. Il est d'autant d'actualité que, par exemple, le bouquin que je viens de vous présenter, qu'a publié IDEA et qui est donc un livre collectif, en parle largement. J'ai donc pensé à un exemple qui peut, à la limite, nous aider à mieux introduire à ce sujet. Je voudrais donc introduire la causerie de ce soir par un fait. Rappelez donc qu'il y a quelques années, Michel Duvivier-Pierre-Louis, désigné ou pressenti par le président René Préval comme Premier ministre, s'est présenté donc devant le Sénat de la République d'alors et en l'occasion, elle devait donc présenter les grandes lignes de sa politique générale. Au moment de passer au vote, un sénateur de l'OPL, contre toute attente, Joseph Pierre-Louis, a choisi la voie de l'abstention. Andris Richer, qui est également membre de ce parti, je veux parler de l'OPL, a demandé et obtenu un huis clos avec le sénateur Pierre-Louis pour essayer de le convaincre de prendre position dans la logique de la compréhension du parti. Il a finalement eu gain de cause, je veux parler d'Andris Richer, et le sénateur Pierre-Louis a accepté de voter pour Joseph Pierre-Louis, pardon, pour Michel Duvivier Pierre-Louis. Je pense que cette attitude, et peut-être bien d'autres, peuvent témoigner à bien des égards de l'intérêt de ce sujet de ce soir, qui est on ne peut plus brûlant et permettra sans doute à vous tous et toutes qui êtes présents de mieux intervenir en faisant des commentaires, des remarques et en posant, pourquoi pas, des questions. Fritz Dorvilliers, l'invité de ce soir, a 30 minutes précisément pour nous parler de ce sujet qui le tient à cœur. Merci, le professeur Fritz Dorvilliers a la parole. Merci, chers collègues. Merci à Café Philo pour cette invitation, une autre invitation. Et merci aussi à Télé Caraïbes pour cette publicisation du débat sociologique, du débat philosophique, le pays dont le pays a tant besoin, évidemment. Et bonsoir à tout le monde qui est ici présent ce soir. Le sujet que je vais débattre avec vous, je vais examiner, c'est le rapport entre les partis politiques et le mandat parlementaire. Partis politiques et mandat parlementaire. Nous sommes à une phase électorale actuellement. Les rapports politiques sont chauffés à nouveau à blanc. Ces rapports politiques-là sont même orageux. On a vu ce qui s'est passé au premier tour. On verra bien ce qui va se passer au second tour de ces élections-là. Le fait est qu'on constate que ce sont des rapports tout à fait complexes, sinon tout à fait orageux. Donc on peut dire que de par cette activité politique, cette activité électorale, le pays veut se faire, comme d'autres pays du monde moderne, une place veut se construire un ordre politique à l'instar de l'ordre politique occidental. Donc, on peut dire que le pays s'est lancé dans cette aventure il n'y a pas si longtemps que ça, environ 30 ans depuis le vote de la Constitution démocratique, très démocratique de 1987, ratifiée par voie référendaire. Donc, le peuple a directement participé à la mise en œuvre de cette constitution-là. Depuis lors, nous sommes, comme on le dit, à une phase, dans un processus, nous nous sommes plongés dans un processus de transition démocratique. Ce qui caractérise cette transition démocratique-là, c'est en fait l'émergence d'un nouvel acteur, l'émergence des partis politiques. Cela ne veut pas dire que le pays n'a pas connu de partis politiques.
Mais le fait est qu'après 1800, fin des années 70, 1870, on a connu les deux principaux partis de ce pays, le Parti national et le Parti libéral, donc qui se livraient une lutte acharnée pour le pouvoir, ce qui est très mauvais pour le politique, on peut dire en réifiant, en racialisant le politique avec la question de couleur. On a connu aussi d'autres phases de compétition partidaire dans ce pays vers les années 40, 1946. Après, on va connaître un vide avec la dictature des Duvalier. 1987, le vote de la Constitution, c'est l'avènement, le grand événement, la grande émergence des partis politiques. Depuis ce temps-là, on se pose une question fondamentale. Est-ce que les gens qui proviennent de ces partis-là, les gens que le peuple élit en quelque sorte, ils ont un mandat, ce qu'on appelle le mandat parlementaire? Une bonne partie de ces gens-là proviennent de structures organisées, donc de partis politique. Quelle est donc la nature de ce rapport-là entre ces parlementaires-là, ces élus-là et les partis politiques sous la bannière desquels ils ont été élus? Donc je pose cette question, je contextualise en quelque sorte la question par rapport à deux autres lois, par rapport à une forme de juridicarisation du politique, notamment, c'est par rapport à deux articles de deux textes légaux. L'article 24.1 de la loi sur les partis politiques, la loi portant formation, fonctionnement et financement des partis politiques, loi du jeudi 16 paru dans le Moniteur du jeudi 16 janvier 2014, et l'article 204.1 du décret électoral du 2 mars 2015. L'article 24.1 stipule, de la loi sur les partis politiques stipule, le mandat, tout bonnement, tout simplement, le mandat appartient au parti, nonobstant les dispositions constitutionnelles. C'est ça l'intitulé en fait de cet article-là. Le même article est repris dans le décret électoral, presque sous la même forme. La question que je pose, est-ce que le mandat parlementaire peut véritablement appartenir aux partis politiques? Je pars d'une thèse, en fait d'une hypothèse. Je pars de l'hypothèse selon laquelle ces deux articles-là, l'article 24.1 et l'article 104.1 du décret électoral de 2015, ces deux articles-là sont le premier, l'article 24.1, et aussi le deuxième, ces deux articles-là sont normativement inconstitutionnels et factuellement irréaliste. Normativement, du point de vue de la norme constitutionnelle, ces deux articles sont inconstitutionnels. Il n'y a pas encore de conseil constitutionnel pour l'apprécier. Bon, je pars de cette idée-là, qu'ils sont normativement inconstitutionnels et factuellement irréalistes. Pour pouvoir développer cette thèse-là, je vais faire deux choses. Je vais rapidement vous parler de ce qu'on appelle de la fonction, des fonctions des partis politiques, et deuxièmement du mandat, pour aller faire le rapport dans un troisième moment entre les partis politiques et cette question, cette normativité au sens de Habermas, droit évidemment et politique, entre faits et normes. Et donc, je vais le faire de cette manière-là. Donc, qu'est-ce que je peux dire en ce qui concerne le parti politique? Donc, je dis que cette disposition est inconstitutionnelle. Ce n'est pas une manière de remettre en question l'importance des partis politiques. Parce que, tout simplement, les partis politiques sont importants dans la démocratie contemporaine.
Donc le parti politique, on peut considérer qu'il est une institution relativement contemporaine. Il dérive de la forme sociétale post-féodale corporatiste. Il s'est manifesté en Occident sous la figure de faction. Et depuis l'instauration du suffrage universel, il a pris une autre tournure. Donc on peut dire dans ce sens-là que le parti politique remplit deux fonctions. Le parti politique remplit une fonction technique et une fonction sociologique. La fonction technique du parti politique, c'est parce que tout simplement il est une institution, une organisation qui en quelque sorte organise les représentations politiques et qui, étant donné l'éparpillement de ces représentations-là, et qui fournit au Parlement une base importante pour la représentation populaire. Parce qu'il s'agit exactement de cela. La question du rapport entre partis politiques et mandat parlementaire, c'est une question se rapportant directement à la problématique de la représentation politique. Donc le parti politique organise le vote, le suffrage universel, le côté technique, donc étant donné cet éparpillement-là. D'un deuxième point, le parti politique représente une forme de mise en forme, met en forme la pluralité de la société moderne, qui est une société individualiste. Certes, il va y avoir une tension entre ces deux fonctions-là, la fonction technique et la fonction sociologique, parce que tout simplement, ces deux fonctions-là convergent vers deux choses, vers une société d'individus et aussi vers une nécessité de communautarisation, parce que la société ultra-individuée n'est pas véritablement possible pour l'expression d'une politisation raisonnable. Dans cette perspective-là, on peut dire que le parti politique est d'une grande nécessité. Donc, ce qu'on peut dire en résumé par rapport à ces deux fonctions-là, on peut dire que le parti politique dans la démocratie représentative moderne, le parti politique, ces partis politiques-là, ils font en fait avancer la question de la représentation. Les partis politiques évitent aussi, comme le dit Pierre Rosanvallon, ils évitent que la société des individus devienne illisible et infigurable. Les partis politiques permettent, sinon donnent une densité sociologique à la démocratie, à ce pluralisme démocratique. On peut dire aussi que formant système dans cette société-là, les partis politiques jouent un rôle, ce rôle-là de rationaliser le pluralisme. Ce faisant, les partis politiques organisent le social à partir des opinions, des intérêts, des représentations pour éviter une forme de dispersion incontrôlée et pour éviter aussi une polarisation purement instrumentale. C'est pour cela que, à l'époque de l'émergence des partis politiques, on disait que les partis politiques sont tout aussi importants que la machine à vapeur, parce qu'ils remplissent la même fonction, cette fonction si nécessaire pour la démocratie représentative. En fin de compte, on peut dire que les partis politiques participent de la combinaison rationalisée et raisonnable de des coalitions entre les diverses factions, les diverses entités d'une société plurielle. Donc les partis politiques sont très importants dans une démocratie. Bien que ici on voit qu'il y a quand même une pléthore de partis politiques, on a une forme d'émergence, de nébuleuse de partis politiques, donc ce qui pose aussi problème. Donc à peu près 192 partis politiques, on a vu 2029 candidats aux législatives, 139 postes à pouvoir, etc. Donc cela
au lieu de régler le problème de la société démocratique en construction, on peut voir que les partis politiques, comme cela a été le cas aux États-Unis, en Allemagne et en France, les partis politiques, comme le disaient certains critiques de la démocratie représentative, les partis politiques font, au lieu de régler le problème de la démocratie de masse individualisée, les partis politiques contribuent en quelque sorte à compliquer le problème de ce type de société-là. Ça, c'est pour les partis politiques. Parce que le rapport que je fais, c'est entre les partis. Je viens de parler des deux principales fonctions des partis politiques. Maintenant, voyons la question du mandat. Mais le mandat, on dit le plus souvent mandat ou procuration. On désigne ainsi à la fois le pouvoir et le document par lequel ce pouvoir est transmis. On peut dire qu'un mandat, cette vise constitue en quelque sorte une convention par laquelle, au sens juridique du terme, parce que la notion de mandat vient de cette sphère, de la sphère juridique, par laquelle une personne donne à une autre personne le pouvoir de faire pour elle un ou plusieurs actes juridiques. Dans cette perspective-là, le mandat peut être verbal. Il peut prendre l'aspect d'un texte écrit, il peut être général ou au contraire spécial. Donc, mais ce qui nous concerne ici, ce n'est pas le mandat au sens juridique du terme. Ce qui nous concerne, bien qu'il y ait cette acception dans la Constitution haïtienne, ce qui nous concerne ce soir, c'est le mandat au sens politique, parce que tout simplement le mandat peut avoir une connotation diplomatique, une connotation financière, une connotation juridique, une connotation politique, une connotation syndicale. Nous nous penchons ce soir sur la connotation politique du mandat. Donc, historiquement, comme je viens de le dire, la notion de mandat provient du droit privé. Contrat synagmatique, bilatéral, volonté entre deux personnes, mais il y a une forme de transmutation dans la sphère politique. On transmute le mandat au sens juridique du terme dans la sphère politique. À ce moment-là, on est directement dans le domaine du droit. Le mandat s'inscrit directement dans le droit public et confère, en quelque sorte, désigne l'activité de conférer à quelqu'un, un mandataire, un statut public de droit objectif dont les modalités sont préétablies et ces modalités-là ne découlent aucunement de la volonté des acteurs. Donc le mandat au sens de la sphère publique il y a deux en général, ça de nature impérative, de nature représentative. Donc, ou bien l'élu a un mandat impératif, donc dans ce sens-là, l'élu est un simple exécutant, ou bien le mandat a une nature représentative. Dans ce cadre-là, l'élu exprime la volonté générale, sinon la volonté collective. Dans ce sens-là, on peut dire, en résumé, que le mandat au sens politique, le mandat est de caractère général, le mandat est de caractère général, le mandat politique est de caractère libre, le mandat politique est de caractère irrévocable. Dans les démocraties contemporaines, modernes, le mandat politique est de caractère limité dans le temps. Donc, en ce qui concerne le rapport entre mandat politique et parti politique et mandat parlementaire, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que, n'oubliez pas ma thèse c'est que ces deux articles-là sont juridiquement inconstitutionnels, normativement inconstitutionnels et pratiquement, on peut dire, non faisables, irréalistes. Ce qu'on peut dire, pourquoi je dis ça? C'est parce que tout simplement, en regardant la Constitution, notamment les articles 24 de la Constitution de 1987, l'article 24, l'article 28, l'article 31, l'article 31.1, 31.3, l'article 58, l'article 59, l'article 89, 94, etc. On peut dire que
exactement ces deux articles-là, le mandat appartient aux partis politiques, violent ces articles-là. Par exemple, l'article 24. L'article 24 dit « La liberté individuelle est garantie et protégée par l'État. L'élu est un individu, l'élu est un citoyen, donc l'élu a une liberté individuelle. » L'article, par exemple, l'article 28 dit exactement « Tout Haïtien ou toute Haïtienne a le droit d'exprimer librement ses opinions en toute matière par la voie qu'il choisit. » L'article qui concerne exactement la problématique du rapport entre partis politiques et mandat parlementaire, l'article 31 dit « La liberté d'association et de réunion sans armes à des fins politiques, économiques, sociales, culturelles ou toute autre fin pacifique est garantie. » Et l'article constitutionnel qui parle directement des partis politiques dit « Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. » Les partis et groupements politiques, il faut souligner le verbe concourir, concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. La loi détermine leurs conditions de reconnaissance et de fonctionnement, les avantages et privilèges qui leur sont réservés. Et je termine avec ces considérations juridiques constitutionnelles à l'article 31.3, qui est très important dans la Constitution et qui montre les limites de ce rapport entre partis politiques et mandat parlementaire. En fait, ce qui montre les limites de ce qu'on appelle la possession du mandat. C'est quand même une grande problématique, une problématique cruciale actuellement. L'article 31.3 dit, nul ne peut être contraint de s'affilier à une association. Or, le parti politique est une association dans les limites de la loi de 1905, 1901, etc., 1905, exactement, donc de droit privé en quelque sorte. Nul ne peut être contraint de s'affilier à une association, quel qu'en soit le caractère. Et je termine cette fois avec l'article 58 de la Constitution qui dit « La souveraineté nationale réside dans l'universalité des citoyens. » Les citoyens exercent directement, c'est-à-dire que non pas par le biais de partis politiques, les prérogatives de la souveraineté par l'élection du président de la République, l'élection des membres du pouvoir législatif, l'élection des membres de tout autre corps ou de toute assemblée prévue par la Constitution et le reste, l'article 59 qui dit que les citoyens délèguent l'exercice de la souveraineté nationale à trois pouvoirs, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire. Dans cette perspective, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire que il est très étonnant que des acteurs politiques, plus précisément des professionnels de la politique, en quelque sorte, ces professionnels de la politique confondent en quelque sorte le mandat juridique qui émane du droit des affaires et du droit des obligations avec le mandat politique. Ces professionnels de la politique, on arrive même politiciennement à penser que le parti politique contrôle tout le processus du fait qu'il sélectionne et autorise le candidat à s'inscrire. Évidemment, dans le décret électoral, il y a cette disposition. S'il manque cette pièce-là, l'autorisation donnée par le parti politique, le candidat ne peut pas s'inscrire. Mais la question qui se pose, quand le parti politique donne cette autorisation-là, est-ce que cette autorisation se convertit en quelque sorte en une forme de possession au sens juridique du terme? Je dis que non. Donc non, cela donne quoi, par exemple? Cela donne quoi? Cela donne, c'est qu'on est en présence d'une nébuleuse juridique, parce que tout simplement,
on dit que, il est vrai que, on dit que ce parti est au cœur de ce processus, de la dynamique politique, mais ce n'est pas une condition, en quelque sorte, suffisante pour dire que le parti politique possède le mandat parlementaire. Mais une question qui dérive de cette problématique-là, mais pourquoi en Haïti, on souhaite et on légalise, on légifère sur cette possession-là. Pourquoi? On légifère sur cette possession-là parce que tout simplement on constate un phénomène qui est très bien décrit dans ce livre-là, un phénomène qui est très bien décrit dans ce bouquin-là sur les relations entre partis politiques et parlementaires. Ce phénomène a été constaté non pas seulement ici en Haïti, mais dans le monde, notamment dans les pays en développement, en Afrique, en Asie, etc. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que, une fois élu, le parlementaire change d'obédience politique. Donc le parlementaire quitte sa formation politique sous la bannière de laquelle cette formation politique sous la bannière de laquelle il a été élu et va s'affilier à d'autres groupes, à d'autres partis, sinon constitue des groupes qui fonctionnent de manière éloignée des partis politiques. Ce qu'on appelle dans le langage de la science politique contemporaine, ce qu'on appelle la transhumance parlementaire. Mais la question qu'on se pose, en dehors de cette inconstitutionnalité-là, comment peut-on résoudre le problème de la transhumance parlementaire? Je pense que dans le cadre haïtien, ce n'est pas la bonne manière de résoudre ce problème-là. Ce n'est pas la bonne manière de résoudre le problème en disant que le mandat appartient au parti politique. Parce que, selon moi, cette possession-là n'a aucun sens. Je sais, évidemment, que le mandat politique, on sait très bien que le mandat politique est libre, on sait très bien que le mandat appartient au député du peuple. Le député est un député du peuple. Le député ou le sénateur ou le président, il n'est pas le président d'un parti, il n'est pas le député d'un parti, il n'est pas le sénateur d'un parti. Étant donné le fondement philosophique même de la démocratie, le député, le mandat du député, du parlementaire, émane du peuple, indépendamment évidemment de son appartenance. Dans cette perspective-là, on peut dire que les parlementaires représentent le peuple et non les partis politiques. Les parlementaires représentent tous les citoyens de la République et pas seulement ceux de son électorat. Dans ce cadre-là, on peut dire que les parlementaires ont la pleine liberté de décider de leurs convictions. Donc c'est un devoir moral. Ils ont tout simplement un devoir moral envers leur parti, sinon envers leur électorat. Donc, dans ce cadre-là, si on s'en tient à la question de la possession au sens constitutionnel du terme, juridique du terme, je dis que c'est inconstitutionnel, mais maintenant, la question qu'on se pose, comment faire respecter d'un point de vue organisationnel, comment faire respecter de point de vue éthique et moral la possession de ce mandat-là. Donc, il y a diverses configurations selon les pays. Le fait est que ce que je propose moi dans le cadre de ce débat-là, c'est qu'on revoie ces dispositions juridiques. Sinon, il faut un second amendement pour mieux asseoir la question de la réglementation de la transhumance parlementaire. Mais ce n'est pas de cette manière-là ce n'est pas la bonne manière de le faire. Par exemple, je peux vous citer plusieurs exemples. Au Burkina Faso, en Jamaïque, en Inde, en Indonésie, à Cuba, etc. Il y a une manière de traiter ce problème-là. Par exemple, à Cuba, si on prend l'exemple de Cuba, il revient à l'Assemblée nationale dans le cadre de ce qu'on appelle de la révocabilité du mandat parlementaire, qui est une autre problématique. À Cuba, par exemple, c'est l'Assemblée nationale ou municipale qui traite la question. Par exemple, aux Seychelles, il faut le dépôt d'une pétition écrite dirigée contre un membre soutenu, contre un membre
de l'Assemblée parlementaire est soutenu par un tiers des électeurs de la circonscription électorale pour révoquer le député. Par exemple, en Jamaïque, en Indonésie, il y a des procédures pour le faire. Le fait est qu'on fait participer l'électorat, donc on fait participer le peuple, un fragment, une partie de ce peuple-là dans la révocabilité du mandat parlementaire. Mais ce qu'il faut dire dans le cadre haïtien, c'est que on est venu, j'ai posé la question à un parlementaire, il m'a dit que oui, mais le problème c'est qu'on a été à un colloque, à un symposium international de l'Union parlementaire notamment, on a traité cette question-là. Mais le fait est que l'Union parlementaire ne veut pas de cette disposition-là, parce que l'Union parlementaire s'inscrit dans la perspective démocratique en disant que le mandat du parlementaire, du député ou du sénateur ou du président appartient non pas au parti politique, mais appartient au peuple. Donc, dans le cas haïtien, pour pouvoir mieux réguler le rapport entre parti politique et mandat parlementaire, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense qu'il faut tout simplement, comme cela se fait actuellement en France, agir en quelque sorte, sur la rémunération. Par exemple, sur des avantages d'ordre symbolique. Par exemple, occuper un poste de président, d'un membre d'une commission, occuper le poste du président de la Chambre, etc., etc. Donc, on peut tout simplement empêcher à ces parlementaires d'avoir des fonctions prestigieuses au sein du Parlement s'ils n'appartiennent pas, ou sinon, s'ils délaissent leur parti politique pour former des groupements, sinon s'ils délaissent leur parti politique pour pouvoir s'affilier à d'autres partis politiques existants à l'intérieur de la Chambre. Donc le débat, le rapport, pour terminer, le rapport entre partis politiques et mandat parlementaire réfère à une chose fondamentale, au fondement philosophique même de la politique moderne, c'est-à-dire à la question de la représentation. Deux types de représentation en quelque sorte. Ce qu'on appelle la représentation incarnation et la représentation délégation. Dans le cadre de la démocratie contemporaine, on n'est plus véritablement dans la démocratie, dans la représentation incarnation, où l'élu incarne presque physiquement le peuple. On est dans le cadre d'une représentation évidemment, ou en quelque sorte par délégation, où le peuple délègue ses pouvoirs à un élu, à un mandataire. Dans ce sens-là, seul le peuple est capable de révoquer ce mandataire-là, mais pour pouvoir ne pas rendre dysfonctionnelle la démocratie représentative, mais cette révocabilité-là doit avoir une temporalité. Donc cette temporalité n'est autre que les élections. Si le peuple n'est pas d'accord avec son mandataire, en quelque sorte, le peuple, aux prochaines élections, va devoir ne pas voter pour ce mandataire-là. Mais si on révoque directement le mandataire, on sait même, pendant qu'il exerce son mandat, je crois qu'on fragilise davantage la démocratie. À ce moment-là, toutes les portes aux dérives sont ouvertes. Il en est de même pour la société haïtienne. Je vous en remercie. Merci, professeur Dorvilliers. Nous allons maintenant observer une petite pause musicale. Nous vous revenons pour le débat. Gen sa ki se mante devant bon Dieu, yo pa vive l'autre côté. Gen sa ki côté l'ombrik yo mare, c'est là y a fait viezo, c'est là y a prêté. Gen se vent la misère pousse do yo tombé l'autre bord de l'eau. Gen sak bien qui pas jamais manqué rien mes amis. Kidnappé, chimé, fait yo peur, yo courir.
Qu'est-ce que dit ces petites capoyos, yo c'est brave et danger. Qu'est-ce que crapone que t'as m'échappé? Ça que sans visa, voyager dans bois fouillé. Qu'est-ce que décidé tout bon prendre la rue? Yo pas mal fini. Oh, pourtant charger l'idée dans salon qu'a réfléchi. Pas qu'un pays, si nous pas camper pour lui. Chaque haïtien, son poteau mi-temps, cap soutenir, donner le développement. L'icône Haïti, pas qu'à faire rien. C'est haïtien qui pour mettre main en main, à ça qu'a mis bien loin, pour bâtir Haïti. C'est Haïti, Haïti, c'est nous qui nous fait bouler, les amis, André, Monoka, Bali la vie, pays, c'est Haïti, Haïti, c'est nous qui nous fait bouler, les amis. Dans la réalisation du Café Philo, il s'agit en d'autres termes du débat. Vous connaissez déjà les règles pour mieux débattre à Café Philo. C'est le respect que vous devez avoir à l'égard de l'intervenant et vice-versa. Et deuxièmement, c'est la brièveté et la concision. Il faut être à la fois bref et concis dans vos interventions. Et les interventions peuvent prendre les formes suivantes: remarques, commentaires, questions, etc. Je ne voudrais pas résumer ou tenter de le faire. L'intervention du professeur Fritz d'Orvilliers, je vais donc rapidement vous laisser la parole pour pouvoir faire les remarques, poser les questions que vous jugez nécessaires. Nous prenons, c'est la dernière chose, la dernière règle, les questions, les remarques, les commentaires ici à Café Philo par série de 3. Nous avons déjà les 3 premières personnes qui vont intervenir. J'invite le premier, qui est James Jacques, à s'approcher du micro pour pouvoir faire son commentaire ou poser sa question. Merci Ralph et merci professeur pour votre intervention. Ça tombe bien vu le contexte. Et en fait, c'est pour ceux-là qui suivent votre intervention aujourd'hui,
c'est une intervention qui a été, je dirais, coupée ou bien ratée la dernière fois. Donc, on était resté sur notre soif. Et qu'aujourd'hui, vous avez pu terminer cette intervention. Alors, j'ai 2 questions. Et en passant, pendant que vous parlez du mandat et les partis politiques, en fait, du mandat parlementaire et les partis politiques, vous intervenez sur les partis politiques en tant que tels. Est-ce que ce n'est pas une occasion de poser le problème des partis politiques en tant que tels, c'est-à-dire le rôle des partis politiques, même si vous avez posé le problème, vous avez cité cette situation que l'on vit en Haïti, le nombre de partis politiques qu'on a. Évidemment, Haïti n'est pas le seul pays à vivre ça. En Indonésie, il y a ça aussi. Mais il y a des tentatives qui se font pour qu'on réduise les partis politiques sur une base idéologique. Est-ce que ce n'est pas une occasion de proposer une stratégie, une technique pour camper au moins 3, 4 partis politiques sérieux et que les jeunes, les moins jeunes, etc., pourraient s'affilier? Ça, c'est la première question. La deuxième question, comment interprétez-vous la décision de la plateforme Vérité? Je suppose que votre intervention est venue par rapport à ce qui s'est passé, et en tout cas, c'est une supposition, et à la plateforme Vérité, quand la plateforme Vérité a décidé de se retirer dans les élections parce que leur candidat à la présidence était, je ne sais pas, retiré aussi de la course électorale, et que sans l'aval des candidats de la plateforme, c'est-à-dire une quantité de candidats qui sont admis en deuxième tour et pour la plupart en pôle de position, et que sans leur aval, la plateforme a décidé de se retirer des élections. Il se trouve qu'aujourd'hui, la plateforme est revenue sur sa décision en disant, sous l'insistance de nos candidats, nous avons décidé de revenir aux élections et que la plateforme va supporter ces candidats-là. Comment interprétez-vous cette attitude de la part des responsables de la plateforme Vérité? Merci. Je suis Philippe Augustin et je vais m'identifier. Je suis le directeur du registre électoral. Cette intervention est très importante pour moi par rapport à ce sujet et par rapport à ce que vous êtes en train d'exposer ici. Vous avez évoqué, par exemple, les constitutionnalités du mandat de parti politique. Quand on parle des constitutionnalités de mandat, vous avez fait référence avec la loi portant sur le fonctionnement des partis politiques. Cette loi ayant été votée par le Parlement et des représentants des partis politiques au Parlement, on parle de la Chambre des députés et du Sénat de la République. D'accord? Donc nous parlons de représentativité, nous parlons de membres de partis politiques inscrits régulièrement dans un processus électoral, représentant des partis politiques qui ont voté des lois. Et ces lois-là, la République est astreinte à ces lois. Quand vous parlez de constitutionnalité, il faut aussi parler d'une cour constitutionnelle prévue par la Constitution, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Maintenant, question de mandat vous avez parlé de mandat sur les partis politiques. Moi, j'ai 3 questions pour vous. Êtes-vous membre de parti politique? Êtes-vous candidat? Êtes-vous en train de participer au processus électoral? Si vous n'êtes ni l'un ni l'autre de ces 3 choses, vous ne savez pas de ce que vous parlez. Merci. Monsieur le conférencier, dans votre exposé, vous aviez dit que la démocratie, vous avez dit que les partis politiques plutôt font avancer la question de la représentation. Je pense que votre approche n'est pas du tout réaliste, n'a rien à voir avec la réalité sociopolitique haïtienne, dans la mesure où la question de démocratie représentative, encore appelée démocratie délégative ou indirecte, est très mal appliquée, que ce soit dans les pays occidentaux, notamment les États-Unis d'Amérique, et voire dans un pays comme Haïti, puisque les votants ou les électeurs potentiels ne sont pas du tout représentés, ne sont pas effectivement représentés et participer dans la gestion des affaires de l'État. Donc, il n'est pas trop tard, monsieur le conférencier, que vous portiez une rectification. Non, bien sûr, parce que nous avons tout un peuple ici en Haïti
qui est prête à voter et qui est en train, bien sûr, de suivre cette émission. Donc, on pensait que ou là pour diriger PEPSA, parce que ça fait longtemps, depuis président Jean-Claude Duvalier tombé pour arriver jusqu'à Journée Jodia. Merci de mettre un terme, M. Balaoui. À bon entendeur, salut mon frère. Merci pour la question. Je vais commencer avec la question de James Jacques. Est-ce que ce n'est pas une occasion de poser le problème des partis politiques? Évidemment, c'est une occasion de poser le problème des partis politiques, parce que moi je le fais dans une perspective, actuellement je le fais dans une perspective académique, intellectuelle, parce que j'ai un livre qui paraît l'année prochaine, et donc intitulé Sur la légitimité démocratique du mouvement social post-Duvalier. Il y a un chapitre qui porte exactement sur les partis politiques. Le chapitre 4 est intitulé La défaillance des partis politiques, où je vois la carence légale, le déficit organisationnel, la question de la représentativité, et où je vois aussi l'absence de culture politique. Donc c'est très bien argumenté. C'est une occasion, évidemment, de poser le problème des partis politiques. Donc, poser le problème des partis politiques dans quel sens? Poser le problème des partis politiques comme organiseur, comme une institution qui organise, non pas qui participe du dysfonctionnement de la démocratie, mais une institution qui organise plutôt la démocratie, il faut le souligner, la démocratie de masse, la démocratie d'individus, tout comme le dit Norbert Elias. On est dans le cadre d'une société d'individus, donc on est dans le cadre d'une démocratie d'individus. Donc si chaque individu a une préférence politique, comment organiser ces préférences-là? Il n'y a pas d'autre manière d'organiser, puisqu'on n'est plus dans le cadre, comme avant, d'une société corporatiste, comme cela a été le cas avant la révolution de 1789, par exemple, en France, comme cela a été le cas aussi aux États-Unis pendant un temps relativement long, où les partis politiques représentaient des factions. Donc, le parti politique, au sens moderne du terme, doit être un organiseur, un élément qui fédère en quelque sorte les représentations politiques, les volontés politiques des citoyens. Donc, il est tout à fait important de poser le problème des partis politiques en Haïti, puisqu'on voit qu'il y a tellement de partis politiques, c'est comme s'il y a une multitude de peuples, étant donné que chaque parti politique représente un petit peuple dans la société pluralisée, dans la société de masse. Donc, est-ce qu'il serait mieux d'avoir 3 ou 4 partis politiques? Mais bon, on peut pas le dire de cette manière-là dans le nombre. Le fait est que s'il serait mieux d'avoir 3 ou 4 partis politiques, il est tout à fait néfaste et même corrosif d'avoir 105 partis politiques dans un pays. Donc vous me posez une autre question, c'est pour cela que, évidemment, j'en viens avec cette thématique-là sur le rapport entre partis politiques et mandat parlementaire. La deuxième question de James Jacques concerne la plateforme Vérité. La conférence, l'idée d'écrire cet article-là m'était venue à l'idée en fonction de cela, parce qu'il participait à un débat à ramasser, et les gens disaient que j'ai envoyé un SMS à M. Métellus lui disant qu'est-ce qu'il raconte. On ne peut pas prendre le mandat au sens juridique du terme, parce qu'il y a cette acception évidemment dans la Constitution haïtienne. Le mandat, nul ne peut être arrêté, passé 6 heures du soir, etc. Il faut avoir un mandat pour perquisitionner, mais aussi l'acception concernant le mandat en termes de représentation, le mandat politique. On représente une catégorie de la population, et le mandat aussi, il y a 3 sens de la Constitution: le sens juridique, le sens politique et le sens temporel. Donc le mandat du député le député a un mandat de 4 ans, le président a un mandat de 5 ans. Donc il y a 3 exceptions dans la Constitution. Donc en ce qui concerne la décision de la plateforme Vérité, j'avais fait cette remarque-là à Jean Monard. J'avais aussi dit cela à Johan Asgué sur cette question, que la plateforme Vérité, en fait, c'est un truc, c'est une action symbolique.
Le fait de dire, de se retirer de la course électorale n'est autre qu'une action symbolique. Parce que la loi, même si elle est, de mon point de vue, je vais venir là-dessus, même si la loi est, de mon point de vue, inconstitutionnelle, le fait est que le décret électoral ne donne pas la possibilité à un parti politique ou à un candidat, non, même pas à un parti politique, parce que le décret électoral ne parle pas, il n'y a aucun endroit dans le décret électoral où on parle de la possibilité pour qu'un parti politique se retire de la course. On parle de la possibilité pour un candidat de se retirer dans la course. Mais, en fait, il y a un délai. Je dis dans cette perspective-là, d'ailleurs, le délai étant passé, aucun candidat ne peut se retirer de la course électorale, car selon l'article 99 du décret électoral, je le cite, tout candidat ou cartel peut renoncer à sa candidature, et il faut le souligner, par un acte notarié adressé au CEP, au BED, au BEC, compétent dans un délai ne dépassant pas 72 heures à partir de la publication de la liste définitive des candidats agréés. Passé, dit le décret électoral, l'article 99, passé ce délai, aucune renonciation ne peut être prise en compte par le CEP, le BED ou le BEC compétent. Donc, c'est une action nulle, de nullité absolue, le fait de vouloir se retirer de la course. D'ailleurs, ce qui pose problème, ce qui va poser problème, si la plateforme Vérité avait décidé véritablement de se retirer de la course, il n'y a pas d'incidence légale, mais bon, j'avais dit aussi à Johannes Gay, mais ce qui est possible, moi j'aimerais bien voir ça, hein, ce serait un cas juridique. Après l'élection d'un candidat de la plateforme Vérité, que la plateforme Vérité fasse une action en justice pour dire je ne reconnais pas, selon l'article 24.1 de la loi sur les partis politiques, je ne reconnais pas cet élu-là, je demande le retrait de cet élu-là. J'aimerais bien voir ce cas-là, puisque la loi sur la formation, fonctionnement et financement des partis politiques donne cette possibilité-là à l'article 24.1. Le mandat appartient au parti nonobstant les dispositions constitutionnelles. À ce moment-là, je verrai bien ce que la justice dirait par rapport à ça. Mais pour le moment, il n'y a aucune possibilité de le faire. Donc, c'est une action nulle et de nullité absolue. La troisième question, Maïté, la deuxième personne m'a posé une question, M. Augustin. Ça me peine la conclusion ultra normative de M. Augustin me peine, étant donné qu'il est un responsable d'une institution républicaine. Je vois que M. Augustin s'en mêle les pinceaux. Ça me peine à ce niveau-là. M. Augustin, moi je suis un académique. Ce que je fais là, je le fais à titre de professeur d'université. Donc, ce que je fais là, je participe, monsieur Augustin, je participe à la production d'une source, j'alimente une source du droit. L'une des sources du droit, c'est quoi? C'est la doctrine. Ce que je fais là, je fais la doctrine. Parce que monsieur Augustin me dit, est-ce que vous êtes un membre d'un parti politique, un candidat? Est-ce que vous participez? Donc si vous n'êtes pas un membre, si vous n'êtes pas un candidat, si vous ne participez pas à un titre observateur, etc., à un autre, vous ne comprenez rien du tout. Mais ça veut dire quoi? Mais je n'arrive pas à comprendre, non, d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue logique, d'un point de vue sociologique, je n'arrive pas, franchement, je suis désolé de vous le dire, pour un responsable d'une institution, je n'arrive pas à comprendre cela. Or, non mais je ne polémique pas, je dis ce que je pense. Et pour les gens qui nous regardent, on n'est pas obligé d'être un membre d'un parti politique pour comprendre ce que c'est
la politique. C'est moi, de mon lieu de chercheur, s'il vous plaît, de mon lieu de chercheur, de mon lieu de professeur, il me revient. Je suis très bien placé pour dire aux membres des partis politiques qui n'ont pas la capacité de le voir, de le faire, aux candidats, ce que c'est que la politique, ce que c'est que le processus électoral. Parce que je fais une œuvre d'éducation. Je termine. Je fais une œuvre d'éducation. Ça, je viens de répondre à la dernière partie de votre question. Maintenant, je vais me consacrer à la partie qui a un sens de mon point de vue. Parce que la dernière partie n'a aucun sens. La première partie qui a un sens de mon point de vue. Vous me dites, c'est une bonne question que vous posez. Vous me dites, mais monsieur, vous parlez déjà d'inconstitutionnalité. Or, il n'y a pas encore, comme le prévoit la Constitution, le premier amendement de la Constitution prévoit cette institution-là, une institution indépendante au même titre que le CEP, que l'université, que l'OPC, etc. La Constitution prévoit une autre institution indépendante qui est le Conseil constitutionnel. Donc, étant donné que l'institution n'existe pas encore de fait dans la réalité, c'est comme ça que je comprends la question, est-ce qu'on peut alors parler d'inconstitutionnalité? Je pense que oui. Je peux actuellement intenter, je vais monter un dossier pour, par devant des institutions qui existent, étant donné que cela n'existe pas encore, la Cour de cassation existe encore. La Cour de cassation avait une attribution constitutionnelle dans le temps, évidemment. Mais maintenant, étant donné qu'il y a le Conseil constitutionnel, la Cour a été délestée de cette attribution-là, privée de cette attribution-là. Je crois que ce n'est pas parce que l'institution n'existe pas encore physiquement qu'on ne peut pas parler d'inconstitutionnalité. En lisant la Constitution, en comparant ces deux articles-là de la loi sur les partis politiques, du décret électoral, on peut voir clairement, suivant les articles que j'ai cités auparavant, suivant notamment les articles 58 et 59, parce que les articles 59, notamment l'article 59 dit clairement, Monsieur Augustin, l'article 59 dit clairement, les citoyens délèguent l'exercice de la souveraineté nationale à trois pouvoirs, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire. Le principe de la séparation des trois pouvoirs est consacré par la Constitution. En même temps, Monsieur Augustin, puisque on dit voilà, si vous quittez le parti politique, donc on va vous sanctionner, on va vous enlever le mandat. Donc ce faisant, on contraint le citoyen de s'affilier à une association qu'est le parti politique. Or, l'article 31.3 de la Constitution dit clairement, nul ne peut être contraint de s'affilier à une association, quel qu'en soit le caractère. Et l'article 58 dit la souveraineté nationale réside dans l'universalité des citoyens. Le député étant le député du peuple, donc le député n'appartient pas au parti. Donc vous avez dit aussi que, étant donné que la loi a été votée par les parlementaires, mais les parlementaires peuvent voter une loi qui se révèle inconstitutionnelle. C'est pour cela, par exemple, en France, il y a un contrôle on peut dire pré-législatif. Avant même de soumettre la loi aux parlementaires, on fait ce qu'on appelle un contrôle de constitutionnalité. Même si la loi est votée par les représentants, s'il vous plaît, même si la loi est votée là où existe l'institution qu'on appelle le Conseil constitutionnel, même si la loi est votée par les parlementaires, donc les représentants du peuple, le Conseil constitutionnel peut rejeter cette loi-là, parce que dans la littérature, on dit que le Conseil constitutionnel a une double nature. Une nature, on peut dire, législative et une nature administrative, comme c'est le cas de toute institution indépendante.
Donc ce n'est pas un gage que le fait que les parlementaires aient voté une loi, cette loi ne peut pas se révéler inconstitutionnelle. La jurisprudence en France, en Allemagne, en Belgique a prouvé le contraire. Donc vous me dites, bon, je passe là-dessus pour la quatrième question, Compé Balaoué. Et partis politiques, ce n'est pas une réalité. Non, les partis politiques constituent une réalité de ce pays. Ils existent, les partis politiques. D'ailleurs, il y a quand même un document légal qui leur confère cette existence-là dans le Moniteur, évidemment, du 16 janvier 2014. Donc, ça confère une existence. Non seulement ils ont une existence réelle, physique, ils ont des locaux, ils ont des membres, ils ont des statuts, etc. Donc, ils participent au processus. En même temps, ils ont une existence légale. Ce qui fait problème, ce n'est pas cette existence-là, ce n'est pas l'existence qui fait problème, Monsieur Balaroué. Ce qui fait problème, c'est leur fonctionnement. Donc, c'est un gros débat pour analyser la question, ce qu'on appelle, Sabine Manigat l'a très bien fait dans son texte sur les partis politiques, évidemment, les partis politiques de nature élitiste, où il y a une forme de loi d'airain de l'oligarchie à l'intérieur des partis politiques, il n'y a pas la circulation des élites à l'intérieur des partis politiques, il y a évidemment une forme de manque de tolérance dans les partis politiques. On n'est pas d'accord, on va faire son parti politique. Donc, il ne s'agit pas d'un problème d'existence, il s'agit d'un problème de fonctionnement. Donc, il faut résoudre ce problème de fonctionnement-là. Personne, ce sont évidemment les individus, les membres, les responsables des partis politiques qui doivent prendre cette conscience-là pour pouvoir mieux faire dans l'avenir. Merci. Nous allons passer à une deuxième et dernière série de questions. Nous prendrons en l'occasion 4 questions. Nous commençons avec, encore une fois, M. Philippe Augustin. J'espère qu'il ne sera pas trop long et qu'il permettra aux autres qui le suivent de pouvoir eux aussi poser leurs questions. Merci, M. l'intervenant. Ma réponse ne sera pas longue. La première, c'est que je regrette de n'avoir pas eu le temps d'intervention du professeur. Monsieur le professeur, je ne fais pas un discours. Ok? Vous avez démontré beaucoup de choses, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Avez-vous une vie politique? Vivez-vous politiquement? Rencontrez-vous les mandataires de partis politiques? Ok? Non, je ne demande pas pardon. Est-ce qu'on vive? Non, je suis d'accord avec le monde qui est venu. Nous sommes en train de faire un débat. Vivez-vous la vie politique? Êtes-vous candidat à un poste électif? Avez-vous des mandataires qui viennent vous voir tous les jours? Avez-vous des gens qui vous interpellent tous les jours? Parce que c'est facile de venir avec des interventions théoriques, des interventions universitaires. Moi aussi, je suis un universitaire. Mais la réalité, est-ce qu'elle est? La réalité, est-ce qu'elle est? La réalité, est-ce qu'elle est? Parce que moi, je vous répète, vous n'avez pas répondu à ma question. Vous avez essayé de répondre. Vous avez essayé de me répondre. Vous avez essayé de faire quoi que ce soit. Mais pour le moment, jusqu'à présent, vous n'avez pas répondu à ma question. Avez-vous vécu la vie de parti politique? Avez-vous été en position, par exemple, d'être un candidat à la députation, ou un candidat à la mairie, ou un candidat à la présidence, et vous n'êtes pas en position de délivrer des mandats à vos mandataires, par exemple? Okay. Nous parlons de vie politique, oui, nous parlons de campagne électorale. Oui. Nous parlons de campagne électorale. Merci, vous parlez de mandat de parlementaire. Ce sont des choses qui sont post-électorales. Lorsque ces gens seront élus au Parlement de la République, au Parlement, ils vont former des blocs. Je suis conscient du problème que vous posez. Je suis d'accord. J'accepte que vous posiez ce problème. Mais ce problème, pour le moment, n'est pas le problème réel des partis politiques. Nous avons des partis politiques, c'est vrai, mais ces partis politiques, la plupart d'entre eux n'ont que des noms. Merci, M. Augustin. Non, je n'ai pas fini. Il faut mettre un terme. Merci, M. Augustin. Je dirais ceci. M. Augustin, je suis certes un académique, mais pour les gens qui me connaissent, ils savent très bien aussi que je suis aussi un praticien. Je connais très bien
la vie des partis politiques en Haïti, pour les avoir étudiés de près. Je connais très bien le fonctionnement du Parlement haïtien où sont logés les représentants des membres de partis politiques. J'ai été évidemment au cabinet du président de la Chambre des députés, j'ai été consultant de groupes parlementaires. Dans la réalité, consultant de groupes parlementaires, je suis aussi consultant pour des partis politique. Par exemple, j'ai fait le tour du pays avec un parti politique. On m'a payé pour le faire. J'ai fait le tour du pays avec un parti politique. Je suis allé dans le nord, dans le sud, etc., dans l'ouest, pour participer, évidemment, pour faire des formations pour les membres de ces partis politiques-là. J'interviens aussi dans des documents de plusieurs partis politiques. Je fais tout le temps des entretiens avec des leaders politiques. Donc, je parle non seulement d'un point de vue, certes, théorique, mais je parle aussi d'un point de vue pratique parce que je côtoie, j'interviens parce que tout simplement, je suis quelqu'un qui fait ce qu'on appelle de la sociologie publique. Je ne suis pas seulement un homme de bibliothèque, je suis tout le temps dans la réalité. Par exemple, non seulement je suis je suis des partis politiques, mais je suis aussi d'autres organisations de la société civile, les organisations de base. J'étudie la manière dont ces organisations-là fournissent en ressources politiques les partis politiques. Donc je connais très bien, théoriquement et pratiquement, la problématique des partis politiques en Haïti. Même si je ne suis pas membre de partis politiques, il faut que je garde ma neutralité académique. C'est pour cela que je ne suis pas membre de partis politiques. Merci, professeur d'Orvilliers. Nous continuons. La deuxième question, avancez s'il vous plaît. Bonsoir au professeur d'Orvilliers et bonsoir à l'assistance. Je suis Andy Frédéric, un jeune avocat du barreau de Port-au-Prince, et je suis là à titre d'intellectuel et aussi je suis là pour Tricy Rondel Journal. Et j'aimerais faire une petite remarque et aussi j'aimerais poser une question au professeur. La remarque est simple et c'est elle qui va me permettre de poser la question. Donc j'ai entendu avec intérêt, merci pour le mot, le professeur parler de partis politiques, mais je ne l'ai pas entendu parler des disciplines des partis politiques, puisque la discipline des partis politiques a un sens, a une importance fondamentale pour le mandat parlementaire. Donc, la question, c'est que, est-ce que vous ne pensez pas que c'est parce que les partis politiques ne respectent pas la discipline, ou bien est-ce que c'est pas parce que les partis politiques n'ont pas vraiment une discipline, ne suivent pas vraiment une discipline de partis politiques qui font que les parlementaires arrivés au Parlement après être élus ne respectent pas le parti politique ou bien ne respectent pas le mandat politique. C'est vrai que la Constitution et la loi sur l'organisation, la création et le fonctionnement des partis politiques a précisé le mandat appartient aux partis politiques. Est-ce que c'est ça le problème? Est-ce que c'est pas parce que les parlementaires ne respectent pas la discipline, la notion de discipline aux partis politiques? Donc en Haïti, je dirais que les partis politiques n'ont pas de discipline, puisque en fait, le parlementaire ou bien le candidat ne faisait pas partie du parti politique. Donc il vient à la conjoncture électorale pour demander la bannière, pour solliciter la bannière du parti. Merci. Patrice Lebeau. Je suis Patrice Lebeau, journaliste, et il y a quelque chose qui m'intéresse en particulier. Nous avons parlé de tous les aspects de la question, sauf de l'aspect moral. Or, j'aimerais demander à M. d'Orvilliers, en tant que professeur d'université, nous avons une jeunesse à former. Quand nous cautionnons, j'ai entendu son discours qui justifie pratiquement qu'un candidat élu tourne le dos à son parti. Qu'est-ce qu'il a vendu?
il a vendu le programme de son parti en général. Il s'appuie sur son parti qui le finance et qui l'appuie. Donc, s'il ment au départ à son parti, à qui est-ce qu'il ne mentira pas? Donc, pour moi, il est immoral de cautionner quelque chose de pareil. Où est la logique dans la chose? S'il y a un parti, si le parti appuie le candidat, quel doit le candidat de se retirer de ce parti et de s'aliéner ce parti? Bonsoir tout le monde. Je félicite le conférencier pour son travail de recherche qui met en évidence sensible et rationnelle une comparaison qui parle de l'inconstitutionnalité. Et ce travail, je dis, de recherche est d'importance au point que celui qui n'avait pas prêté attention ne peut se rendre compte que nous sommes en pleine inconstitutionnalité. Mais étant donné que, et alors je dirais que le Conseil, ou encore, comment ça s'appelle? Non, c'est pas le CP, c'est-à-dire, ouais, voilà, le Conseil constitutionnel n'est pas encore arrivé, et que la loi n'a pas d'effet rétroactif. S'il s'agit peut-être de droit pénal, on peut, si vous voulez, l'appliquer pour l'accuser. Donc ces actes posés, et ces actes déjà posés par ces parlementaires, est-ce que ça ne nuirait pas, si vous voulez, à l'avenir de la République? Parce qu'ils sont déjà, si vous voulez, en application, mais cependant, et le problème reste entier, et on ne peut vraiment le corriger maintenant. Et quand il faut revenir avec le Conseil constitutionnel, ne serait-il pas trop tard pour repenser à ces actes posés? Merci. Pour la première question, la question de Frédéric, et concernant la discipline de parti, évidemment, si on étudie de point de vue, il y a eu des études qui ont été faites sur les partis politiques, notamment il y a l'un des dernières études en date, les partis politiques dans la construction de la démocratie en Haïti, avec Laïnek Urban, sous la direction de Laïnek Urban, Alain Gilles et Franck Lemidi. Très bon texte de sociologie politique. On comprend ce problème-là. Moi, je suis en train d'étudier ce problème-là. Il va y avoir un chapitre dans mon livre là-dessus. Parce qu'il dit, la question de discipline de parti, c'est une vraie question. Un vrai problème en fait. Mais on se pose une question, mais ça vient d'où? Quelles sont les causes de cette indiscipline de parti en Haïti? Mais cela n'existe pas seulement en Haïti, on le voit, c'est très prégnant en Haïti, mais on peut dire, à travers l'observation qu'on fait depuis très longtemps, depuis 30 ans dans ce pays-là, moi j'avance quelques hypothèses dérivant de mes observations. Moi je pense que il existe cette indiscipline-là. Le problème est d'ordre disciplinaire, certes, mais ce problème disciplinaire-là provient on peut dire, de 6 choses. Il y a 6 causes, 6 principales causes. Moi, je pense que ça provient d'un problème de formation, la formation même des membres des partis politiques, le niveau de formation des membres des partis politiques. Deuxième cause, il y a un problème d'idéologie. Donc les gens n'adhèrent pas véritablement à une idéologie en adhérant à un parti politique. C'est comme un acte futile. Là, voilà, je vais m'adhérer à un parti politique, mais sans un travail, sans un substrat idéologique. Il y a une troisième cause, selon moi. Il y a le problème de moyens institutionnels. C'est-à-dire que la manière dont les partis politiques sont implantés, sont organisés, fonctionnent comme institutions dans le pays, ils fonctionnent mal. Ils n'ont pas assez de moyens à la fois humains et moyens économiques pour pouvoir bien fonctionner en tant qu'institution. Et cela entraîne le problème de l'indiscipline. Il y a aussi un problème en termes de modalité de choix. Modalité de choix
des candidats. Il faut voir comment les partis politiques choisissent les candidats. Ah, voilà, il y a quelqu'un notable dans une zone, j'ai pas assez de candidats, sinon les candidats, les potentiels candidats du parti ne sont pas véritablement à la hauteur. Il faut que le parti ait une représentation au Parlement, donc je vais choisir quelqu'un qui est déjà connu, qui a déjà une notoriété dans la zone, donc je vais choisir la personne sans que cette personne ait un ancrage au sein du parti politique. Évidemment, une fois élu, cette personne-là va se comporter de manière tout à fait, va avoir ce comportement indiscipliné-là. Donc, parce que le parti n'a pas véritablement de prise institutionnelle, de prise idéologique et même de prise économique, financière sur la personne. Il faut savoir que l'un des problèmes, le problème important aussi, c'est que les partis politiques n'ont pas de moyens véritablement financiers. Même si l'État, dans la Constitution, on dit que l'État va accorder 1% du budget national aux partis politiques, mais on voit très bien qu'on a un maigre budget, donc il n'y a pas véritablement de moyens. Donc le député, le parlementaire, le sénateur, arrivé au Parlement, il se débrouille avec les directeurs généraux, avec les ministres, pour trouver quelques moyens pour lui-même et pour sa circonscription. Donc il est tout à fait en porte-à-faux avec son parti politique. Monsieur, pour la question de Patrice Lerebourg, est-ce qu'il y a un aspect moral? Bien sûr, il y a un aspect moral. C'est pour cela que je dis qu'on ne peut pas actuellement traiter de cette manière-là. Si on veut être rigoureux, si on veut respecter l'esprit de la Constitution, suivant les articles que j'ai cités, on ne peut pas donner cette possession-là aux partis politique. Ce qu'on peut faire, on peut mieux institutionnaliser les partis politiques, on peut aussi institutionnaliser le Parlement, au sens que le Parlement, dans ses règlements internes, les parlementaires peuvent voter cette loi, du moins les règlements internes, en disant que si un député, un sénateur délaisse son parti, donc est en transhumance politique, il ne peut pas occuper un poste important au niveau de la Chambre, parce que ça pose un problème moral. Ça pose aussi, pas seulement un problème moral, ça pose aussi un problème politique. Parce que tout simplement, quand une population élit en quelque sorte un candidat, la population sous la bannière de partis politiques, on peut considérer que le parti politique, la population, le peuple fait un choix en fonction de l'offre politique du parti politique. Une fois arrivé au Parlement, le parlementaire délaisse le parti politique, donc le parlementaire tourne le dos au peuple qui lui a donné ce mandat-là. À ce moment-là, quel doit être le comportement du peuple? Est-ce la révocabilité, etc. Ou du moins, est-ce que le peuple va devoir attendre la fin de son mandat? Parce qu'il faut savoir aussi, que globalement, il y a trois modalités de perte du mandat parlementaire. Il y a 3 cas de figure. Premier cas de figure, c'est que le parlementaire peut être révoqué à l'initiative soit de ses électeurs dans certains pays, soit de son parti politique dans certains pays, bien que l'Union parlementaire condamne cette action-là, parce que c'est antidémocratique, le fait de révoquer, le fait que le parti politique révoque le mandataire. Donc il y a deuxième modalité, le parlementaire peut parfois être exclu par son assemblée par rapport à des conditions, perte de conditions d'éligibilité, fonction de compatibilité, sanctions disciplinaires. Troisième cas de figure, c'est que le parlementaire peut perdre son mandat par rapport à la suite d'une décision judiciaire. Sinon, il faut respecter le fondement philosophique de la démocratie. Le parlementaire est l'élu du peuple, non pas de peuple. Donc même s'il s'agit de 50 000 personnes qui ont voté pour ce parlementaire-là, donc ce parlementaire devient l'élu du peuple dans son intégralité. Et ce, pour pouvoir donner une forme beaucoup plus labile, une forme beaucoup plus nette à la démocratie de masse. Sinon, si on entre dans ce créneau-là, ce serait très difficile d'en sortir. À ce moment-là, on est déjà dans une crise de la démocratie représentative. C'est pourquoi on parle évidemment de démocratie participative. Si on entre dans ce créneau-là, c'est déjà la crise démocratique qui va s'accentuer, comme le dit très bien Pierre Ozanvallon. Et troisième question,
Et troisième question qui m'a été posée, où est la feuille de questions, voilà. Troisième question de Tchaké, c'est ça? Tchaké, sacré nom. Et il dit que, est-ce que l'acte posé par les parlementaires, est-ce qu'il ne serait pas trop tard? C'est une très bonne question d'ailleurs. Une question d'ordre doctrinal. Il faut qu'il y ait pas seulement des avocats, mais des juristes, c'est-à-dire des anthropologues, des sociologues du droit, des philosophes du droit, pour pouvoir répondre à cette question-là. Notamment des juristes, comme mon ami Maître Dorval, qui pourrait facilement répondre à cette question-là. Donc, je dirais que, est-ce qu'il serait trop tard? Je pense qu'il serait... De toute manière, il n'y a pas encore, parce que la Constitution dit, la loi va déterminer les conditions de fonctionnement du Conseil constitutionnel. Est-ce qu'on va mettre dans cette loi-là, la loi qui organise, la loi organique du Conseil constitutionnel, est-ce qu'on va mettre une disposition rétroactive? Or, on sait que la rétroactivité ne doit profiter qu'à la personne, on peut dire, incriminée. Donc, est-ce qu'on va revenir en disant, ah voilà, vous avez été une fois, il y a 5 ans de cela, vous avez violé la Constitution, donc 1 an avant la fin de votre mandat, on saisit le Conseil constitutionnel, donc on élimine votre mandat. Je crois que, d'un point de vue juridique, ce ne sera pas faisable. Le fait est que la loi dispose pour l'avenir, donc il faut qu'on mette sur pied le plus rapidement possible le Conseil constitutionnel pour pouvoir mieux réguler la sphère politique, même la sphère législative, la sphère parlementaire dans notre pays. Donc, il est presque déjà trop tard, il faut tout simplement mieux faire dans l'avenir. Je vous remercie. Nous disons donc merci au professeur Fritz d'Orvilliers pour cette très bonne intervention. Je pense que vous l'aurez compris, les cafés philo se suivent mais ne se ressemblent pas. Vous comprendrez aussi que, étant donné l'ampleur ou la teneur du sujet de ce soir, il ne pouvait ne pas y avoir de réaction de la sorte, comme on a pu le constater au niveau du public. Le café philo ne s'arrête pas ici avec le professeur Fritz d'Orvilliers, puisque vous pouvez télécharger ce café philo sur YouTube et également dès demain et jeudi soir le visionner sur la télévision Caraïbe, avec laquelle Café Philo, l'association culturelle Café Philo Haïti, a ce partenariat. Et grâce à ce partenariat, nous pouvons nous réunir tous les soirs, tous les mardis soirs à 7h, à partir de 6h précisément, à Ambiance Resto Club, pour pouvoir discuter et réaliser quelque chose que nous appelons à notre manière Café Philo Haïti. C'est également l'occasion pour moi de vous faire savoir que Café Philo a un embranchement à Port-de-Paix. Les amis de Port-de-Paix qui ont institué le Café Philo de Port-de-Paix sont là. Je vous demande donc de les applaudir pour leur initiative. Nous espérons d'ici le mois prochain avoir un Café Philo dans le Nord et ensuite dans la Grand'Anse. Nous y travaillons ardemment. Merci à tous ceux-là qui nous ont permis de faire ce bon et beau Café Philo. Merci aux techniciens de la télévision Caraïbe. Merci à vous, cher public. Merci encore une fois au professeur Fritz d'Orvilliers. À bientôt pour un autre Café Philo. Je passe donc la parole à notre présentateur, Jacques Adler Jean-Pierre, pour les propos de conclusion. Merci. Merci, Ralph Jean-Baptiste. Merci tout le monde qui t'a regardé nous dans la télévision Caraïbe. Merci au même public là qui était venu là. C'est comme ça nous Kaba. Nous bon rendez-vous pour mardi prochain pour un autre tasse Café Philo qui a pichot. À la prochaine. Gen sa ki se mante devant bon Dieu, yo pa vive l'autre côté. Gen sa di kote l'ombrik yo mare, c'est là y a fait viezo, c'est là y a prêté. Gen se van la misère pousse do yo tombé l'autre bord de l'eau. Gen sak bien qui pas jamais manqué rien mes amis,
kidnappé, chimé, fait yo peur, yo courir. Ça dit ces petits capoyos, yo c'est brave et danger. Que ça crapon nectar m'échapper. Ça sans visa, voyager dans bois fouillé. Que ça décide tout bon pour la rue. Yo pas mal fini. Charger l'idée dans le salon qu'a réfléchi. Pas qu'un pays si nous pas camper pour lui. Chaque haïtien son potomitan cap soutenir ton développement.